Merci beaucoup, professeur Safi. Je suis ravie d'être parmi vous pour partager avec vous les avantages de Delaglutide. Et avant ça, j'aimerais bien remercier le laboratoire Sotema de m'avoir donné cette occasion pour partager avec vous les avantages de Delaglutide à travers un cas clinique entre équilibre glycémique et protection cardiovasculaire. Donc ma présentation va être articulée sur ce cas clinique. C'est un patient que j'ai vu en consultation. C'est un patient âgé de 66 ans. Il est retraité, diabétique type 2 depuis 8 ans, sous bithérapie, metformine 2 grammes par jour avec sitagliptine 100 mg par jour. C'est un patient qui est hypertendu, sous trithérapie. Il a une dyslipidémie sous rosuvastatine 10 mg par jour, tabagique chronique, et la particularité de ce patient, il rapporte un début de démence avec des oublis fréquents. Sur le plan dégénératif, on a une rétinopathie diabétique débutante, pas de maladie rénale chronique liée au diabète, le CG il est normal et l'écho-cœur, la fraction d'éjection elle est conservée. Sur le plan clinique, on a un IMC qui est à 30 kg par mètre carré. Le tour de taille il est à 102 cm. La tension artérielle elle est à 137 sur 75. L'hémoglobine glyquée elle est à 9,4%. Son fonction rénale elle est correcte avec une microalbuminurie négative et son taux de LDL il est aux objectifs. Si on veut analyser notre patient, donc on est devant un patient qui est âgé puisqu'il a au-delà de 66 ans, c'est au-delà de 65 ans avec comorbidité. Il a des facteurs de risque cardiovasculaire, à savoir l'hypertension artérielle, l'obésité de type androïde, la dyslipidémie et le tabagisme. Son diabète il est déséquilibré, il est assez ancien, sous bithérapie à dose maximale, avec comme particularité un début de démence avec des oublis fréquents. Et c'est un patient qui est en prévention primaire, sans maladie rénale chronique ni insuffisance cardiaque. Donc la première étape, on doit stratifier le risque cardiovasculaire de notre patient. Déjà, c'est un patient qui n'est pas en prévention secondaire. Il n'a jamais fait d'événement cardiovasculaire. Et également, il n'a pas d'atteinte des organes cibles qui se définit selon le dernier consensus de la Société européenne de cardiologie comme étant un débit de filtration glomérulaire inférieur à 45 ml par minute, quel que soit le taux de microalbuminurie, ou bien si on a un débit de filtration glomérulaire entre 45 et 59 avec une microalbuminurie, ou si elle a une protéinurie ou une atteinte microangiopathique avec atteinte des 3 organes cibles, à savoir la rétinopathie diabétique, la neuropathie diabétique et la maladie rénale chronique. Donc notre patient n'a pas d'atteinte des organes cibles. Et comment on va évaluer son risque cardiovasculaire? Récemment, il y a un score 2, qui est dédié aux patients diabétiques. Donc il suffit de télécharger l'application qui est disponible. Et donc on va choisir le score de diabetes. On va choisir comme pays le Maroc, puisque c'est un pays qui est à très haut risque cardiovasculaire, et donc on va mentionner les différents paramètres, à savoir le sexe, l'âge au moment de diagnostic, c'est un nouveau paramètre qui est actuellement pris en considération, le tabagisme, la pression artérielle systolique, le taux de cholestérol et de HDL en milligrammes par décilitre, et également, comme nouveauté, le pourcentage de l'hémoglobine glyquée et le débit de filtration glomérulaire. Donc on a calculé le score chez notre patient, il est à 33,6%, et donc il est supérieur ou égal à 20%, et donc c'est un patient qui est classé à très haut risque cardiovasculaire. Donc on est devant un patient qui est à très haut risque cardiovasculaire. Quelle thérapeutique faut-il privilégier? Si on voit les dernières recommandations de l'ADA publiées en 2023, chez les patients qui sont à très haut risque cardiovasculaire ou à haut risque cardiovasculaire ou en prévention secondaire, il va falloir privilégier les agonistes de GLP-1 et les inhibiteurs de SGLT2.
et également dans les dernières recommandations de la Société européenne de cardiologie, puisque notre patient il est à très haut risque cardiovasculaire, cette société privilège soit les inhibiteurs de SGLT2 ou les agonistes de GLP1. Et donc on va se focaliser sur les agonistes de GLP1 et on va se poser la question suivante: pourquoi ce privilège dans les dernières recommandations? Ce privilège il est basé sur des preuves scientifiques avec des essais randomisés, contrôlés, et ainsi dans cette méta-analyse récente qui a inclus les différentes études menées avec les agonistes de GLP1, vous voyez ici qu'avec cette classe thérapeutique, il y a une réduction significative des 3 points de Mace, à savoir l'AVC non fatal, l'EDM non fatal et la mortalité cardiovasculaire. Ici, on s'intéresse au délaglutide, on va voir la particularité de l'étude ROWAND, qui est un essai randomisé, contrôlé en double aveugle et qui a inclus 9900 patients diabétiques type 2, avec comme objectif plutôt de démontrer la supériorité de délaglutide versus placebo, avec une médiane de suivi de 5,4 ans. Donc, ces patients ont été inclus avec comme critère de jugement principal la survenue des 3 points de Mace, mais également il y avait des critères de jugement secondaires, à savoir les composants de Mace séparés, les critères composites d'atteinte microvasculaire avec la rétinopathie diabétique et la maladie rénale chronique, et les autres critères. Donc la particularité de l'étude ROWAND, c'est que 70% des patients étaient en prévention primaire, à haut ou à très haut risque cardiovasculaire, et que uniquement 31% des patients étaient en prévention secondaire avec une maladie cardiovasculaire d'origine athéromateuse. La deuxième particularité de cette étude, c'est que l'hémoglobine glyquée moyenne de ces patients était aux alentours de 7,3%. Et donc si on voit les résultats de l'étude ROWAND, vous voyez ici que les courbes se séparent de façon très progressive, ce qui plaide en faveur d'un effet anti-athéromateux. Et donc l'utilisation de délaglutide à la dose de 1,5 mg était associée à une réduction significative de 12% des critères composites primaires, à savoir l'EDM non fatal, l'AVC non fatal et la mortalité cardiovasculaire. Concernant le décès cardiovasculaire et l'EDM non fatal, il y avait une réduction non significative, mais pour l'AVC non fatal, il y a une réduction significative de 12%, de 24% plutôt, de risque d'AVC non fatal. Ici, on veut comparer les patients en fonction de leur statut cardiovasculaire, c'est-à-dire si on veut comparer les bénéfices sur les patients en prévention secondaire et les patients en prévention primaire, et même les patients qui avaient une hémoglobine glyquée supérieure ou égale à 7,2% ou inférieure à 7,2%, vous voyez dans cette étude qu'il n'y avait pas de différence statistiquement significative entre les différents groupes. Et donc cet effet cardioprotecteur, il est observé chez les patients en prévention primaire et également chez les patients en prévention secondaire. Comment expliquer ces bénéfices cardiovasculaires? En fait, il faut savoir que les récepteurs des agonistes de GLP1 sont exprimés de façon ubiquitaire avec des récepteurs qui sont localisés au niveau cardiaque et au niveau vasculaire. Et donc, ces agonistes de GLP1 exerceraient un effet anti-athéromateux en réduisant la plaque d'athérome avec diminution de l'accumulation de lipides, diminution de la vascularisation de l'inflammation vasculaire et amélioration de la fonction endothéliale. Également, avec les agonistes de GLP1, on a une amélioration de l'équilibre glycémique en stimulant l'insulinosécrétion pancréatique puisqu'ils agissent au niveau de la phase précoce et également au niveau de la phase secondaire de l'insulinosécrétion avec inhibition de la sécrétion de glycagon. Également,
On a des effets pléiotropes avec une diminution de la pression artérielle liée à l'augmentation de la natriurése, puisque les agonistes de GLP-1 ils vont inhiber les échangeurs sodium-hydrogène qui sont localisés au niveau de tube contourné proximal, et également liés à la perte pondérale, puisque les agonistes de GLP-1 ils ont des récepteurs qui sont exprimés au niveau hypothalamique avec augmentation de la satiété, diminution de la prise alimentaire, et donc on aura une perte pondérale, et cette perte pondérale elle est associée à une réduction de la graisse viscérale. Et si on a une réduction de la graisse viscérale, on aurait une réduction de la synthèse et de la sécrétion des cytokines pro-inflammatoires et donc un effet anti-inflammatoire avec amélioration des profils lipidiques et donc des effets anti-athérogéniques. Un autre paramètre très important qu'il faut signaler, c'est la notion de variabilité glycémique. Comme vous le savez, d'après les études, cette variabilité glycémique, elle serait associée à une augmentation de la mortalité cardiovasculaire via l'activation des stress oxydatifs. Et donc, avec cette classe thérapeutique, dans cette méta-analyse récente, qui a comparé les différents antidiabétiques oraux et injectables en ce qui concerne la variabilité glycémique, vous voyez ici que les agonistes de GLP-1 sont associés à une moindre variabilité glycémique par rapport aux autres classes thérapeutiques. Le deuxième argument en faveur de l'utilisation de délaglutide chez notre patient, c'est un traitement qui est efficace. Ici, on voit l'étude Rowand. Vous voyez ici qu'il y avait une réduction significative de l'hémoglobine glyquée. Et un point très important qu'il faut signaler, c'est l'effet durable. C'est une baisse de l'hémoglobine glyquée qui est durable dans le temps. Et un autre avantage, c'est la perte pondérale. Il y avait une perte moyenne de 1,5 kg dans le groupe délaglutide à la dose de 1,5 mg. Ici, on voit le programme OERT qui a évalué l'efficacité et la sécurité de délaglutide chez différents profils de patients diabétiques type 2. En fait, dans ce programme, l'utilisation de délaglutide était associée à une réduction moyenne de l'hémoglobine glyquée de 1,4% à la dose de 1,5 mg, avec une perte pondérale de 1 à 3 kg, sans risque hypoglycémique, mais au prix d'effets digestifs qui sont communs à la classe des agonistes de GLP-1. Ici, on compare le délaglutide, injection hebdomadaire, versus l'eraglutide, injection journalière. Il y avait l'étude OERT6, qui est un essai randomisé en ovaire et qui a comparé l'efficacité et la sécurité de l'utilisation de délaglutide versus l'eraglutide. Et vous voyez ici que la baisse de l'hémoglobine glyquée était comparable dans les deux groupes, le groupe délaglutide et le groupe l'eraglutide, et également pour le pourcentage des patients qui ont pu atteindre l'objectif de l'hémoglobine glyquée, il n'y avait pas de différence statistiquement significative entre les deux groupes. Ici, on compare le profil de tolérance avec les deux types d'agonistes de GLP-1. Le profil de tolérance était similaire dans cette étude. Le troisième argument qui pourrait en faveur de l'utilisation des agonistes de GLP-1 chez notre patient, c'est probablement la maladie d'Alzheimer. En fait, récemment, il y avait plusieurs publications qui ont parlé d'un effet neuroprotecteur des agonistes de GLP-1 dans les maladies neurodégénératives, que ce soit les démences ou le syndrome de Parkinson. Et comment expliquer cet effet neuroprotecteur? Il faut savoir que les récepteurs de l'insuline sont exprimés au niveau des cellules nerveuses. Et comme pour le foie, on a un état d'insulinorésistance. Et donc, si on a un état d'insulinorésistance, on aura une cascade de réactions avec déclenchement de stress oxydatif, des marqueurs de l'inflammation, formation des plaques séniles et donc une perte des cellules nerveuses.
Pour les récepteurs de agonistes de GLP-1, ils sont exprimés également au niveau des cellules nerveuses. Il faut savoir que le récepteur de cette classe thérapeutique, c'est un récepteur qui est couplé à la protéine G, comme pour le récepteur de l'insuline. Et donc, il y a des voies qui sont en commun avec l'insulinothérapie, avec le récepteur de l'insuline, à savoir la voie MAP kinase et phosphatidyl 3 kinase. Et donc, après la fixation des agonistes de GLP-1, il y a une cascade de réactions et donc on aurait comme effet bénéfique une diminution de la neuroinflammation, une réduction de stress oxydatif avec une augmentation de la prolifération cellulaire et de la neurogénèse et une augmentation de la plasticité synaptique. C'est un effet qui reste à confirmer par les essais randomisés contrôlés. Et en fait, il y a plusieurs essais qui sont actuellement en cours et qui évaluent l'effet notamment de liraglutide, semaglutide et les autres agonistes de GLP-1 chez ce profil patient, les patients avec démence et les patients qui ont la pathologie, la maladie de Parkinson. Quitte de l'effet des agonistes de liraglutide sur les paramètres rénaux. En fait, dans cette analyse post-hoc publiée en 2023 et qui était issue de l'étude Rowand, ils ont évalué comme critère de jugement principal un critère composite rénal, à savoir une réduction de débit de filtration glomérulaire de 40%, la survenue d'insuffisance rénale terminale et le décès d'origine rénale. Et dans cette analyse post-hoc, l'utilisation de dulaglutide à la dose de 1,5 mg par semaine était associée à une réduction significative de 25% du critère composite rénal. Le quatrième argument en faveur de l'utilisation de dulaglutide chez notre patiente, c'est la facilité d'utilisation. C'est une injection qui est hebdomadaire, c'est un patient qui a un début de démence et donc probablement il ne serait pas autonome à faire ces injections, il aura besoin d'une tierce personne pour assurer ces injections et donc grâce à la structure moléculaire de dulaglutide qui est une structure originale avec deux molécules d'analogue de GLP-1 qui présentent une homologie structurale de 90% avec l'analogue de GLP-1 humain qui est relayé par des peptides de liaison à 2 immunoglobulines IgG4. Et donc, grâce à cette structure moléculaire, on a un impact positif sur les propriétés pharmacocinétiques et pharmacodynamiques, puisqu'on a une demi-vie qui est aux alentours de 5 jours avec une injection hebdomadaire, ce qui va faciliter l'utilisation chez notre patient. En pratique, comment on va instaurer un traitement à base de dulaglutide? Il est préférable de commencer à 0,75 mg par semaine pour minimiser les effets secondaires digestifs, puis on va augmenter la dose à 1,5 mg par semaine. Et bien sûr, il faut expliquer aux patients que les stylos sont très faciles à utiliser avec l'explication de la technique d'injection et il faut toujours insister sur une bonne éducation thérapeutique du patient avec notamment le changement du site d'injection et les modalités de conservation de stylos. Qu'en est-il des aspects pratiques? Mon patient, il était sous metformine, sétagliptine à dose maximale. Donc, on va arrêter les inhibiteurs de la DPP4, on va garder la metformine. Et pour les autres patients qui sont soit sous sulfamide hypoglycémiant ou bien sous insuline, ça dépend de l'hémoglobine glyquée de départ. Pour les patients qui ont une hémoglobine glyquée aux alentours de 8, 8,5, là, on va arrêter le sulfamide quitte à le reprendre par la suite et on fait la titration. Et pour les patients et pour l'insulinothérapie, il est recommandé de réduire la dose en moyenne de 25%. Il faut bien sûr expliquer aux patients qu'il y a quand même des effets secondaires, mais ces effets secondaires digestifs sont transitoires, ils sont évitables si on fait une titration progressive de la posologie.
Et s'il y a une symptomatologie clinique, on pourra prescrire un traitement symptomatique à base des EPP et il faut insister sur les mesures hygiéno-diététiques pour améliorer la tolérance digestive. Notamment, il faut diminuer la portion alimentaire, il faut éviter les aliments qui sont très épicés, très gras, pour améliorer la tolérance digestive. Faut-il surveiller la fonction rénale et les enzymes hépatiques sous agonistes de GLP-1? La réponse est non, ce n'est pas nécessaire. Concernant les enzymes pancréatiques, aucun intérêt à les demander, sauf s'il y a une symptomatologie évocatrice de pancréatite aiguë. Qu'en est-il de la tolérance des agonistes de GLP-1? Si on voit cette méta-analyse qui a regroupé les différents agonistes de GLP-1, on note que les principaux effets secondaires qui sont rapportés par les patients, c'est des effets secondaires digestifs à type de nausée, diarrhée, vomissement. Et comme j'ai dit, pour minimiser ces effets secondaires, il vaut mieux faire une titration progressive de la posologie avec une bonne éducation thérapeutique du patient. C'est très important, malgré toutes les innovations thérapeutiques, l'éducation thérapeutique, elle occupe une place très importante dans la prise en charge de nos patients. Et donc, si on a une bonne tolérance, on aura une meilleure observance avec une meilleure efficacité glycémique et une optimisation de l'effet cardio- et néphroprotecteur. La nouveauté, c'est l'utilisation de délaglutide chez la population, chez les adolescents âgés entre 10 ans et 18 ans. Et il y avait la publication de cet essai randomisé contrôlé qui a inclus des patients, des jeunes diabétiques type 2, 154 diabétiques type 2 âgés entre 10 ans et 18 ans. Et la conclusion de cet essai randomisé contrôlé, c'était que le délaglutide chez cette population spéciale, elle est associée à une amélioration de l'équilibre glycémique de façon significative, mais sans effet significatif sur l'IMC. Et pour conclure, certes, la classe des agonistes de GLP-1 a démontré des bénéfices sur le plan cardiovasculaire, des bénéfices sur l'équilibre glycémique avec une baisse de l'hémoglobine glyquée en moyenne de 1,5%, une perte pondérale de l'ordre de 4%, une légère diminution de la pression artérielle. Certes, c'est un traitement qui est injectable, avec quelques effets secondaires digestifs qui sont évitables, mais vu ses avantages, c'est un traitement qu'on doit privilégier chez un profil patient particulier, à savoir les patients qui sont en prévention cardiovasculaire secondaire, avec antécédent d'EDM et l'antécédent d'AVC ischémique. On a vu qu'avec délaglutide, il y avait une réduction significative de 24% de ce risque. Chez les patients qui sont en prévention primaire, qui sont à très haut risque ou à haut risque cardiovasculaire, et également chez les patients obèses. Et c'est un traitement qu'on doit éviter chez les patients qui ont un débit de filtration glomérulaire inférieur à 15 ml par minute, puisqu'il n'y avait pas des études qui ont évalué l'utilisation de cette classe thérapeutique chez ce profil patient. Également chez les patients qui ont des antécédents de pancréatite, de chirurgie gastrique ou de gastroparésie, puisque les agonistes de GLP-1 ralentissent la vidange gastrique et donc ça pourrait aggraver les signes cliniques. Et également les patients qui ont des antécédents de néoplasie endocrinienne multiple de type 2 ou de carcinome médulaire de la thyroïde. Et donc le délaglutide, c'est un traitement qui a démontré une efficacité via le programme OHEALTH avec un profil de patient qui est très large. L'effet cardioprotecteur, ça a été démontré par l'étude ROWENT avec un effet néphroprotecteur. Il n'y a pas d'hypoglycémie. On a une perte pondérale, un effet neuroprotecteur, mais reste à confirmer par les essais randomisés contrôlés. On a une facilité d'emploi puisque c'est une utilisation hebdomadaire et la seule limite, c'est le coût. Et j'aimerais bien, je souhaite que ça soit un traitement qui est remboursé pour améliorer la prise en charge de nos patients et pour avoir un profil plus large du patient. Et donc, sans oublier
je termine ma présentation par cette slide. Il faut toujours faire une prise en charge globale du patient avec gestion des glycémies, oui, gestion des chiffres tensionnels, également des taux de LDL et bien sûr proposer des traitements qui ont démontré des bénéfices sur le plan cardiovasculaire et rénal. Et je vous remercie. Et je suis là pour vous.